Hilo. 3 réalisateurs, 3 perspectives sur la même ville. Des créateurs de Parasite et Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ainsi que le maître du cinéma d'auteur, Leos Carax. Nous nous immergerons dans l'atmosphère de Tokyo, l'immense ville folle qui offre des opportunités illimitées et les emporte tout aussi rapidement. Au Japon d'aujourd'hui, les jeunes essaient de trouver leur place dans un monde où il ne reste pas beaucoup de place pour eux. Et qu'adviendra-t-il de ceux qui n'ont pas de talent particulier et ne veulent pas marcher sur les autres pour réussir? C'est certainement plus simple pour eux de se transformer en meubles et de se mettre à l'écart de ceux qui construiront le nouveau monde. Que se passerait-il si on arrêtait de se regarder dans le miroir et qu'on oubliait les pages sombres de notre histoire? Qu'arrivera-t-il à 1,5 million de hikikomori qui se sont enfermés chez eux? Première histoire. Interior Design. Une voiture traverse la capitale japonaise sous la pluie. La ville se fait inonder sans interruption depuis des mois. Le coût des dégâts se chiffre en milliards de yens et le nombre de morts et de disparus a atteint 1 million. Les survivants se sont transformés en amphibiens monstrueux, s'adaptant aux changements climatiques drastiques. La fille, Hiroko, s'inquiète qu'elle et son copain vont aussi muter ou mourir et en réponse, le jeune homme se jette sur elle. Akira continue de faire des blagues, essayant d'égayer le trajet ennuyeux à travers le trafic de Tokyo. Le jeune couple de la campagne arrive dans la capitale pour la première fois, et le gars espère devenir un célèbre cinéaste ici. Il est en effet très imaginatif. Hiroko aide l'artiste en herbe comme elle peut. Même là, elle le conduit dans sa voiture et s'arrange pour que Akemi, son ami d'enfance, les abrite pour le moment. Bientôt, la fille rencontre joyeusement ses amis à l'extérieur de la maison et les fait rentrer. Il s'avère qu'elle vit dans une seule pièce exiguë, ce qui n'est pas si mal d'ailleurs pour Tokyo. Akemi explique également qu'ils ne peuvent pas laisser la voiture devant la maison trop longtemps, sinon elle sera emmenée à la fourrière. Par contre, ils peuvent le garer à l'intérieur d'un magasin fermé pas loin. Le soir, l'hôtesse invite ses invités à dîner, et elle fait semblant d'être une animatrice de talk show, interrogeant le cinéaste en herbe sur sa carrière. Hiroko montre une affiche pour le film que le gars a filmé. Ils se sont arrangés pour le diffuser dans une petite salle de cinéma. Akemi est surprise, car ils y projettent généralement des films pour adultes. Mais Akira dit que son film est différent, et Hiroko a refusé d'y jouer un rôle. L'ami se plaint que la fille n'a aucune ambition. Akemi veut voir le film, et le gars le met. Le film d'art et essai endort rapidement les deux filles. Akira éteint le film, et le public applaudit maladroitement, ouvrant les yeux. Tout le monde se couche. Hiroko promet de commencer à chercher un appartement le matin, et Akemi propose de montrer le film à son copain, dont l'oncle travaille dans la publicité. Akira s'endort tout de suite, et la coloc d'Akemi, qui vit dans l'autre pièce, entre dans l'appartement. Le lendemain, il déplace la voiture pour la laisser devant le magasin. Il y a un panneau indiquant qu'ils seront fermés jusqu'à vendredi. Le couple a déjà reçu une amende pour être garé au mauvais endroit. Ils sont presque à court d'argent, et Hiroko calcule combien ils doivent mettre de côté pour un appartement. Ils examinent toutes les options disponibles, mais elles s'avèrent toutes inabordables. Alors que le garçon se moque et parodie les problèmes de la grande ville, la fille réfléchit sérieusement à son avenir. Elle a été offensée par les remarques d'Akira hier soir. Hiroko lit beaucoup. Elle aime la photographie et l'art, puis elle sait aussi piloter un bateau et faire plein d'autres choses. Le gars répond que ce sont tous des passe-temps et qu'elle devrait choisir une chose pour être meilleure que les autres. La fille n'est pas d'humeur à supporter une autre explosion des fantasmes d'Akira sur les fantômes d'appartements qui vivent dans les crevasses des maisons. Hiroko l'accuse de ne jamais être sérieux et elle conclut qu'elle ne sait vraiment pas quoi faire de sa vie. Le jeune couple continue à marcher et Hiroko voit une annonce d'emploi pour emballer des cadeaux. Elle traîne Akira dans le magasin, lui assurant que c'est une excellente option pour une fille sans ambition. Avec les autres candidats, il passe un test, et Hiroko est la seule qui échoue. Le gars ne s'est pas du tout appliqué, mais il a quand même obtenu le poste. Le soir, ils retournent chez leurs amis. Comprenant qu'ils ne seront pas les bienvenus éternellement, Hiroko devient sombre. Le lendemain, elle part à la recherche d'un appartement tandis qu'Akira part travailler au magasin. Mais jour après jour, la fille n'arrive pas à trouver quelque chose qui convient. Hiroko court à travers la ville, désespérée, se heurtant à des propriétaires déraisonnables ou des appartements avec des cafards. Chaque fois qu'elle rentre chez son amie, elle a honte. Dans ce tourbillon d'événements, elle oublie sa voiture et elle se rend compte que les propriétaires du magasin sont déjà rentrés. Elle court jusqu'à l'endroit où, au lieu de la voiture, elle trouve le numéro de la fourrière écrit sur le trottoir. « Super Hiroko, t'as encore tout fait foirer !» La jeune fille informe Akira de la situation. Le gars est très contrarié. Il y avait de l'équipement dans le coffre, nécessaire pour la projection du film à venir. La fille ment en disant qu'elle l'avait sorti et qu'elle avait tout amené chez Akemi.
Après ça, elle se rend à la fourrière, où elle reçoit une facture énorme pour le remorquage, ainsi qu'une amende. Hiroko ne peut pas payer tout ça, et elle demande juste si elle peut rentrer dans la voiture pour qu'elle puisse récupérer ses affaires. Mais le garde refuse catégoriquement, lui ordonnant de suivre les règles. L'argent d'abord, le reste après. La fille fait semblant de partir, puis elle saute par les portes ouvertes quand un camion en sort. Hiroko court parmi les rangées de voitures, essayant de trouver la sienne. Mais il y en a des milliers, et la fille n'a aucune chance. Soudain, un travailleur de la fourrière, qui a vu la fille, apparaît devant elle. L'employé n'aime pas non plus son patron, et ses règles idiotes, et il escorte Hiroko jusqu'à sa voiture. Il est surpris par les choses qu'elle tire du coffre, et il l'aide à les porter. Le jour de la projection arrive, et le jeune couple entre dans le théâtre, passant des affiches de nature douteuse. Akira utilise du matériel récupéré par Hiroko pour remplir le hall de fumée lorsqu'il apparaît à l'écran. Les membres du public, qui tous, quittent la projection en notant l'approche unique du réalisateur. L'un des hommes lui offre un travail de tournage de publicité. Akemi et son petit ami font également l'éloge de la projection. Il y a des filles qui s'approchent du réalisateur pour le complimenter et se présenter. Hiroko, qui verse des boissons pour les invités, le remarque. Une fille s'approche d'elle et elle lui demande comment elle a été impliquée dans la réalisation du film. Hiroko, pleine d'autodérision, plaisante à nouveau, disant qu'elle est chargeuse, pas actrice. L'autre personne lui répond qu'être la copine d'une personne créative n'est pas toujours facile et qu'elle a eu des expériences similaires. Pendant tout ce temps-là, une nouvelle admiratrice flirte avec Akira. Hiroko les observe timidement de côté. Plus tard, le copain d'Akemi passe la nuit chez elle. Et ils sont tous les deux mécontents que les invités y séjournent plus longtemps que prévu. Ils discutent du fait qu'Akira est un artiste irresponsable qui ne cherche pas un emploi normal, et que Hiroko ne fait rien du tout, sauf découper des images dans les magazines et les accrocher sur les murs. La jeune fille est réveillée, et elle entend ces remarques humiliantes. Elle couvre ses oreilles de honte et d'amertume. Le lendemain, Hiroko se réveille et arrache ses collages des murs. Soudainement, elle sent quelque chose dans sa poitrine, et elle va aux toilettes. Horrifiée, elle trouve un énorme trou traversant sous sa chemise, avec des barres de bois à l'intérieur. Elle se touche et ne comprend pas ce qui se passe, car elle ne ressent aucune douleur. Hiroko se précipite sur le lieu de travail de son copain et l'appelle par la fenêtre, mais il ne répond pas. La fille n'ose pas rentrer et elle continue à marcher, car elle doit continuer à chercher un appartement. Sa tête tourne et elle découvre que sa jambe se transforme également en bois. Hiroko se dandine ayant enlevé sa chaussure, et bientôt son autre chaussure tombe aussi. Le pantalon de la fille tombe et son corps se transforme en siège et en dossier de chaise. Elle regarde autour d'elle, espérant que quelqu'un lui offrira de l'aide, mais absolument personne ne la remarque. Après un moment, il ne reste qu'une chaise en bois ordinaire, debout sur le trottoir, avec la chemise et la veste de Hiroko dessus. Les gens continuent de passer, et la soirée tombe. Un sans-abri voit les vêtements et essaie de les ramasser, mais c'est comme s'ils étaient collés à l'arrière de la chaise. Il traîne la chaise derrière lui, quand Hiroko se retransforme en être humain et s'enfuit, complètement nue. Elle arrive à l'arrêt de bus, et quand une vieille femme la remarque, la fille se transforme en chaise. La dame s'assoit dessus et attend que le bus arrive. Quand elle part, Hiroko retrouve sa forme humaine. Dès que quelqu'un la regarde, elle se transforme en chaise. Elle court dans la rue, essayant de se cacher, mais est repérée par un gars qui prend la chaise à la maison avec lui. Il le ramène à son appartement et commence à l'utiliser. Le gars aime vraiment sa trouvaille. C'est ainsi qu'Hiroko trouve enfin une maison. Quand le gars s'en va, elle joue avec le perroquet, lave la vaisselle et arrose les fleurs. Et quand le propriétaire revient, elle redevient une simple chaise. Hiroko écrit une lettre à Akira, lui demandant comment se déroulent ses projections. Elle médite, peut-être qu'il est devenu un grand réalisateur, ou peut-être qu'il travaille dans la publicité. Elle ne sait pas ce qu'est devenu sa voiture, ni comment va son ami, mais rien de tout ça n'a vraiment d'importance. La jeune fille essaie de faire un bateau en origami à partir d'une feuille de papier, mais elle échoue à nouveau. Elle est parfaitement contente de sa nouvelle vie, même si elle est invisible. Bien sûr, il y a aussi des incidents amusants qui se produisent, comme lorsque le gars revient au mauvais moment et, pour une raison quelconque, trouve sa chaise dans la salle de bain. Pendant que le propriétaire écrit son livre, Hiroko jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Elle est là, la chaise préférée de son propriétaire, et elle ne s'est jamais sentie aussi utile. Elle a enfin trouvé sa place dans le monde. Deuxième histoire. Merde. Au milieu de la foule et du bruit des trains, un homme étrange en costume vert émerge d'une bouche d'égout, pieds nus et borgne. Il marche dans les rues comme le roi de la ville, prenant des cigarettes aux passants. Puis il arrache une béquille d'un gars, avant de la jeter de côté. Les prochaines victimes sont des serveurs portant des fleurs et un couple marchant en se faisant un câlin. Après avoir volé le portefeuille d'un passant, le fou commence à mâcher et à déchirer l'argent avec ses dents. Une jeune fille et une femme avec un enfant reçoivent également l'attention dangereuse de l'homme impudent, qui disparaît alors tout aussi précipitamment sous terre. Un rapport sur la créature des égouts apparaît dans les infos.
La police commence à chercher l'homme des égouts. Pendant ce temps-là, celui-ci se promène sous terre, où il trouve un vieux char, ainsi que des drapeaux et des références au massacre de Nankin, puis une boîte de grenades. Comme il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait, il tire la goupille et lance une grenade, provoquant une explosion. L'homme sort ensuite des égouts et se dirige vers la foule sur le pont, où il commence à lancer des grenades dans toutes les directions. Il crie quelque chose d'inintelligible, alors qu'il se fraye un chemin dans la rue jonchée de cadavres. L'homme redescend dans les donjons, où il s'endort sur un lit de fleurs volées. Là, il est trouvé par l'armée et immobilisé avec un pistolet paralysant. Les reportages disent que l'auteur n'a pas dit un mot pendant l'interrogatoire et qu'il ne mange que des fleurs qui symbolisent la famille impériale japonaise. Les gens de diverses parties du monde prétendent que c'est leur fils ou frère perdu depuis longtemps, mais toutes ces spéculations s'avèrent être des absurdités. Un avocat français, Maître Voland, se présente également en prétendant pouvoir communiquer avec la créature. Il arrive à Tokyo. L'homme n'a qu'un seul œil et une coiffure et une barbe très similaires. Le fou est attaché sur une chaise et le français essaie de lui parler. Il utilise tout son arsenal de gestes et de cris étranges, mais la créature reste silencieuse. L'avocat recule, désespéré, et c'est alors que la créature lui répond enfin, avec ses ongles tout aussi longs. Le français touche la barbe de l'homme, notant leur ressemblance. Par la suite, Voland explique ce qu'il a pu découvrir. La créature s'appelle elle-même Merde, et elle ne veut pas être exécutée pour ses crimes. Alors que l'enquête est en cours, les autorités japonaises durcissent leur politique d'immigration, et les étrangers à la barbe rousse sont de plus en plus harcelés. Voland a l'intention de prouver la folie de son client. Au procès, il devient l'interprète de Merde. L'accusé déclare qu'il a commis les crimes parce qu'il n'aime pas les gens, en particulier les Japonais, qu'il trouve répugnants. Lorsque le procureur demande pourquoi il est à Tokyo si c'est le cas, Merde répond que ce n'était pas son choix. C'était la décision de Dieu de l'envoyer vers les gens que Merde déteste le plus. En réponse à la question du procureur sur la raison pour laquelle il n'aime pas les Japonais, la créature répond qu'ils vivent trop longtemps, et il insulte à nouveau leur apparence. Ironiquement, il ne s'est jamais vu dans un miroir, parce que son Dieu lui l'interdit. Par contre, il est sûr qu'il est magnifique, car il en a été convaincu par sa mère. Le fou déclare que sa mère était une sainte et que le peuple japonais l'a violée, et qu'il est leur fils. Le juge condamne l'homme à mort, et ce dernier répond qu'il vote contre une telle décision. Des manifestations ont lieu dans les rues, avec des nationalistes appelant à ce que le criminel soit exécuté dès que possible. Mais il y a aussi ceux qui s'opposent à l'exécution de l'accusé. Parmi eux se trouvent ceux qui admirent même l'homme. Ils mettent ses citations sur leur t-shirt, attachent une barbe rouge à leur visage et étudient son langage. 3 ans plus tard, le jour de l'exécution arrive. Comme dernier souhait, Merde veut des fleurs et de l'argent pour le dîner, ainsi qu'une cigarette, ce qui lui est refusé. Le prisonnier est vêtu d'un kimono blanc, et il est emmené à la corde les yeux bandés. Avant de mourir, il prie en levant les bras en l'air. Son geste est répété par Voland. Une trappe s'ouvre sous les pieds du criminel, et il part très vite dans un autre monde. Tokyo peut enfin dormir en paix. Mais tout à coup, le prisonnier commence à bouger, toujours dans le nœud coulant, et il laisse tomber le bandeau de son œil laiteux. Il dirige son regard vers un évent, puis il disparaît sans laisser de traces. Cette fois, il se rend à New York. 3e histoire, Shaking Tokyo. Un homme est assis sur les toilettes. Il presse le rouleau du papier toilette dans sa main, laissant une empreinte circulaire. Combien de temps avant qu'elle ne disparaisse? 10 secondes? Des minutes? Ou peut-être des années? Voilà combien de temps l'homme n'est pas sorti de chez lui. C'est un Hikokomori, l'un des innombrables ermites japonais qui ont coupé tous les liens sociaux et atteint le plus haut degré d'aliénation et de solitude. Habituellement, ils vivent avec leurs parents, mais cet homme vit seul. Il ne regarde pas la télé, mais il mange une variété d'aliments transformés. Tout dans l'appartement a sa place, même les innombrables piles de livres qu'il a lus de fond en comble. Il aime lire sur les montagnes, la pêche et les voyages, et la nature lui manque un peu. Il y a une pièce dans la maison où vivait le père du garçon, et le fils n'y va jamais. Son père lui envoie de l'argent tous les mois. Au cours de la première année, il y avait aussi des lettres, mais pendant les 9 années qui ont suivi, il n'y avait plus que de l'argent. Ce sont de nouveaux billets dont il apprécie la sensation, tant et si bien que l'homme se coupe exprès le doigt dessus. Tout ce dont le Hikokomori a besoin, c'est de l'argent, un téléphone et un toit au-dessus de sa tête. Ses seuls invités sont les livreurs. Il ne les regarde pas. Il leur donne simplement de l'argent en échange des biens. Sa nourriture préférée, c'est la pizza, qu'il commande le samedi. L'homme n'aime pas parler aux gens depuis aussi longtemps qu'ils s'en souviennent. Il n'aime pas non plus le soleil, qui aveugle ses yeux quand il est à l'extérieur. Mais il aime regarder les rayons changeants qui tombent sur le sol de sa chambre.
Tout autour de lui se bouge lentement, mais ça bouge. L'aiguille des heures, les couvercles des boîtes non ouvertes. Les seules choses qui restent immobiles sont sa vie et lui-même. Il n'y a nulle part où se dépêcher, donc il peut faire une sieste parmi les boîtes à pizza soigneusement empilées. Un jour, il ouvre la porte au livreur de pizza, regardant le sol, comme d'habitude. Mais son regard tombe sur les bas de la livreuse, qui apporte une autre boîte convoitée. Pour la première fois en 11 ans, l'homme lève la tête et regarde dans les yeux d'une autre personne. Soudainement, un tremblement de terre commence. Les effets personnels soigneusement empilés du gars tremblent et le téléphone tombe par terre. La fille s'évanouit dans le couloir. L'homme court d'un coin à l'autre, paniqué. Après un peu de temps, il se dit qu'il peut utiliser de l'eau pour réveiller son invité. Mais pour une raison quelconque, la jeune fille ne réagit pas. Surmontée par une nouvelle vague de panique, l'homme s'approche d'elle et la regarde de plus près. Il remarque un tatouage sur l'épaule de la fille et, n'osant pas le toucher, souffle pour remonter sa manche. Il s'avère qu'il s'agit de 3 boutons intitulés « Maux de tête, hystérie et tristesse ». Il en découvre un autre sur sa jambe avec « coma » écrit à côté. Le gars ne sait pas ce que ça veut dire, alors il consulte le dictionnaire. Il décide de risquer de toucher la fille pour la réveiller après tout. Peu à peu, son doigt s'approche de la cuisse avec le bouton, et la fille se réveille brusquement quand il appuie. Elle demande tout de suite s'il a appuyé sur le bouton, et le gars confirme. La fille lui montre alors un tour d'enfant avec un doigt coupé. Puis elle voit une erreur dans ses piles de boîtes à pizza. Il y en a une qui est à l'envers. Le hikikomori corrige l'erreur en suivant les instructions de la fille. Elle finit par reprendre ses esprits, et elle déclare que la maison de l'homme est maintenant pure perfection. La livreuse renifle son casque, concluant qu'elle sent mauvais, et sort. Avant de partir, elle jette un dernier regard au gars. Maintenant, il ne peut pas arrêter de penser à cette fille. Il tremble et il perd complètement sa tranquillité d'esprit. L'homme se précipite au téléphone et commande à nouveau de la pizza. Il met sa chemise et il passe en revue toutes les phrases qu'il pourrait dire. Mais quand le hikikomori ouvre la porte, il y a un homme sur le pas de la porte. Il menace quelqu'un au téléphone et il entre effrontément dans la maison pour éviter de se mouiller sous la pluie. Le livreur utilise le téléphone du propriétaire sans lui demander et il demande de l'eau. D'abord, il s'excuse, puis il crie à nouveau, avant de raccrocher. Le protagoniste lui donne un verre et il lui demande pourquoi la fille à la peau claire, au bas et au bouton n'est pas venue. L'étranger répond qu'elle est sa femme. Le gars a le cœur brisé, mais en fait, c'est juste une blague stupide. La fille a tout simplement démissionné. Avant que le livreur ne parte, le gars lui demande l'adresse de la fille. Mais que se passe-t-il si un hikikomori veut en rencontrer un autre? Il n'y a qu'une seule solution. L'homme sort des baskets pour la première fois en 10 ans, mais il n'arrive pas à se résoudre à franchir le seuil. Et même quand le soleil brûlant se couche, il reste à l'intérieur. Le lendemain, l'empreinte ronde du rouleau du papier toilette sur sa main l'encourage à enfin surmonter ses peurs et à sortir au soleil. Il a tout de suite chaud et il commence à transpirer. Pendant une seconde, il oublie pourquoi il est sorti dans cette foutue rue en premier lieu. Il est déchiré entre prendre le bus ou le métro, mais il se souvient qu'il n'a pas pris d'argent. Le gars essaie de sortir son vieux vélo, qui en 10 ans a tout simplement fusionné avec la haie. Inutile d'essayer. Le hikikomori regarde sa maison, qui est également couverte de plantes. Pour la première fois depuis tant d'années, il commence à courir dans les rues, et il se sent heureux. Mais tout à coup, il se rend compte que les rues de Tokyo sont complètement vides, alors qu'on est au milieu de la journée. À travers la porte vitrée, il voit une seule personne, qui se retire immédiatement à l'intérieur de la maison. Alors qu'il continue de courir à travers les rues désertes et les autoroutes, l'homme ne rencontre qu'un robot livrant des pizzas. C'est comme si la ville était morte. Tous les habitants se sont enfermés dans leur maison. Il remarque les gens dans les fenêtres ouvertes, et il se rend compte qu'ils se comportent tous comme ils faisaient il y a 5 ou 10 ans. Et dans l'une des maisons, il voit la fille qu'il cherchait. Elle est assise, et elle fait quelque chose avec les boutons sur son épaule. Le gars la supplie de sortir. Mais la fille ne fait que fermer la fenêtre au visage de l'homme chiant. Il l'appelle et il tire sur la poignée de porte. À ce moment-là, le tremblement de terre recommence. Les gens s'enfuient de chez eux dans la peur, mais la jeune fille hésite. On dirait qu'elle est décidée de périr entre les 4 murs. Les rues reviennent à la vie, remplies d'ermites qui ont quitté leur maison pour la première fois depuis des années. Mais ça s'arrête aussi vite que ça n'a commencé, et les habitants retournent à leur maison. L'homme voit que la fille est enfin sortie, mais qu'elle essaie de rentrer à l'intérieur aussi. Il attrape son bras, essayant de l'éloigner, mais elle se défend et crie sur le gars. Il fait une autre tentative, et son doigt touche l'un des boutons. Le mot « amour » est écrit à côté. La fille se fige, gardant les yeux sur l'homme. La ville est à nouveau secouée par un tremblement de terre. C'est ainsi que Tokyo a été interprété par les 3 cinéastes étrangers.
Bien sûr, les problèmes de la grande ville qui ont été soulevés ici sont exagérés à des fins artistiques. Mais c'est un choix fait intentionnellement pour inspirer les gens à les contempler et à changer les choses pour le mieux. T'as réussi à deviner quelles histoires ont été filmées par les réalisateurs des films oscarisés Parasite et Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Comme toujours, tu trouveras le titre dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si t'as des exemples inspirés de ta vie dont une grande ville peut changer une personne. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires.